Comment préparer la couverture d'un événement en tant que vidéaste? Personnellement, j'ai 5 étapes que j'utilise jusqu'à présent et qui sont très efficaces. Et comme je suis dans le don, aujourd'hui, je vais partager ces 5 étapes avec toi gratuitement. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est gratuit. Si tu ne veux rien rater, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Générique. Étape numéro 1, aller faire du repérage sur les lieux avant le tournage. C'est quelque chose que très souvent j'exige à mes clients parce que quand je signe un contrat, la première des choses qui est plus important après que tu aies déterminé ce que le client voudrait comme rendu, c'est de se rendre sur le lieu de tournage. Tu te rends sur les lieux de tournage, tu essaies déjà en premier lieu de voir comment se fera la disposition. Où est-ce que le client se tiendra le jour là pour faire la présentation? S'il s'agit d'une conférence, s'il s'agit d'un événement, je ne sais pas, un mariage, s'il s'agit d'un anniversaire, s'il s'agit de tel ou tel. Tu dois déjà savoir, il s'agit de quel type d'environnement. Est-ce qu'il s'agit d'une salle? Où est-ce que tu vas placer tes lumières? Où se trouvent les prises? Où se trouve ci? Où se trouve ça? Est-ce que tu dois prévoir toi-même des rallonges? Est-ce que tu dois prévoir ci? Est-ce que tu dois prévoir ça? C'est après uniquement cette étape que tu dois savoir les différents types de matériel que tu vas utiliser lors du tournage. Donc pour moi, cette première étape, c'est très crucial. Après ça, maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 2. La deuxième étape que je suis toujours et toujours pour mes tournages, c'est les pré-réglages. Parce que déjà, j'utilise un boîtier Sony. On a la possibilité de faire des pré-réglages et de les enregistrer. Une fois que je passe par la première étape, je connais déjà l'environnement dans lequel je vais tourner. Automatiquement, dès que je rentre, je fais un pré-réglage avec mon boîtier. Ainsi, cela m'évite de faire des petites manipulations lors du tournage. Tu vas devoir revoir l'ISO. J'ai l'habitude de faire cela parce que cela m'évite de multiples manipulations, notamment le nombre d'images par seconde et plein d'autres manipulations que j'aurais besoin de faire en tant que réglage. Une fois que j'ai mon pré-réglage, les autres petits réglages qu'il y aura lieu de faire, c'est vraiment minime. Et ça me permet maintenant de gagner assez de temps et d'être concentré sur le tournage que je suis en train de faire. Personnellement, j'utilise un boîtier Sony. Avec mon boîtier Sony, j'arrive à faire jusqu'à 2 réglages. Premier réglage pour les vidéos normaux et deuxième pré-réglage que je fais, c'est pour les vidéos au ralenti que j'aurais besoin de faire. Là, il y a un petit décalage entre le nombre d'images par seconde que je prends entre le premier pré-réglage et le deuxième pré-réglage que je fais. Une fois que cette étape est passée, je passe maintenant à la troisième étape qui est la spécification du contrat. Je m'explique. Lors de la signature du contrat avec le client, il faudrait que tu définis clairement quel sera ton rôle lors du tournage. Est-ce que tu viens en tant que vidéaste ou tu viens en tant que photographe? Est-ce qu'il y aura toi, vidéaste, et il y aura un photographe lors du tournage? Parce que si tu ne connais pas ces informations, tu risques de te retrouver déjà sur un tournage où le client te dira de prendre encore quelques photos. Peut-être tu es là en train d'enregistrer les vidéos. Tu as ton tableau de bord, tu es en train d'enregistrer les vidéos et le client te dit, est-ce que tu me prends des photos de ci ou de ça? Après, tu vas devoir te déplacer pour aller prendre des photos, mais en parallèle, il y a une situation ou quelque chose qui s'est passé qui devrait être normalement dans la vidéo, mais tu ne l'as pas pris parce que tu es en train de prendre des photos. À la fin, le client, lui, il ne va pas forcément comprendre. Il va te demander, je ne vois pas telle partie dans la vidéo, pourquoi ça n'y est pas? Tu vas lui expliquer que en ce moment, je prenais des photos. Pour éviter tout ce désagrément, moi, je vous conseille toujours, dès la validation du contrat, il faudrait forcément spécifier avec le client si il voudrait une prestation vidéo ou une prestation photo et vidéo. Ça te permet également de spécifier la facturation que tu vas lui faire. Si le client voudrait à un certain moment des photos, tu t'organises en fonction. Vous faites la première partie, l'enregistrement des vidéos. Ensuite, vous basculez sur l'enregistrement des photos. Une fois que c'est bon, tu sais très bien quel est ton rôle. Donc, toujours spécifier quel sera ton rôle lors du tournage. Vidéaste est différent de photographe. C'est vrai, il y a plein de personnes qui font photos et vidéos, mais quand tu es seul sur un tournage, tu dois vraiment te spécialiser. Tu viens en tant que photographe ou tu viens en tant que vidéaste. Soit tu finis ta prestation de vidéo, tu bascules sur une prestation photo. Maintenant, nous allons passer à la quatrième étape. Et juste après le quatrième étape, c'est la cinquième étape qui est le plus important. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que c'est ce qui te permettra d'avoir toujours un rendu qualitatif pour tes clients. Quatrième étape, se rendre toujours sur le lieu de tournage avant le client. Je m'explique. Quand je dis se rendre toujours sur le lieu de tournage avant le client, ça dépend du type de contrat que tu as avec le client. Prenons l'exemple maintenant d'une conférence. S'il s'agit d'une conférence que tu as reçue en tant que contrat, tu ne peux pas attendre que l'événement commence avant que tu ne te présentes. Tu dois être sur le lieu de tournage avant la venue même du client, avant la venue même des invités. Voici pourquoi je dis toujours qu'il est important d'être sur le lieu de tournage avant le client. Déjà, venir en retard, c'est mal vu par le client. Mais quand tu te rends en premier sur le lieu de tournage avant l'arrivée,
l'arrivée des invités ou avant l'arrivée même du client, tu as la possibilité d'enregistrer des b-rolls. Je dis n'importe quoi. Il y a peut-être le cadre. Tu prends quelques vidéos du cadre déjà avant que les gens ne viennent s'asseoir. L'entrée, tu prends des vidéos de peut-être du hall. Tu prends des vidéos du parking. Ça te permettra de faire des illustrations et ça donne plutôt un rendu qualitatif. Lorsque tu fais la livraison au client et qu'il se rend compte que les illustrations que tu fais sont des événements réels que vous avez réellement vécu lors du tournage, ça apporte un côté original à la vidéo. Voici ce qui me permet de rendre mes vidéos attractives et originales. Et voici l'étape la plus importante de toutes. Étape 5, les matériels. Les matériels prennent une partie primordiale dans une prestation pour moi parce que une fois que tu t'es rendu déjà sur les lieux de tournage, tu sais maintenant le rendu que le client voudrait comme livraison. Les matériels que tu prévois font maintenant toute la différence. Personnellement, je prévois toujours 2 micros. Un micro cravate, la Holy Land, celle que je suis en train d'utiliser actuellement pour l'enregistrement de cette vidéo. Un micro Top Gun Boya que je mets directement sur ma caméra. Ça me permet d'enregistrer le son environnant. Et l'autre micro pour enregistrer les voix directement celui du client. Il suffira d'être maintenant discret afin que le micro ne sorte pas trop dans la vidéo. En termes de lumière, à part les lumières fixes ou bien les lumières statiques que je mets dans la zone d'enregistrement, je prends maintenant une petite lumière de remplissage que je prends toujours avec moi. Il s'agit de l'Ulanzi, cette lumière. Avec cette lumière, j'ai la possibilité de prendre du ton chaud, du ton froid et d'autres lumières RGB que je peux prendre directement. Après, c'est pratique parce que si tu te déplaces dans une zone où tu vois que la lumière n'est pas assez stabilisée, tu pourras l'utiliser directement pour rehausser le niveau de lumière. Parlons de support, trépied. En termes de trépied, moi je prévois jusqu'à 3 pour mes tournages. Si tu prévois 4 trépieds et que tu n'en utilises que 2, c'est tant mieux. Mais si tu vas à un tournage où tu auras besoin de 3 trépieds alors que tu n'en as prévu que 2, là il y a un problème. À part les trépieds, je prévois également les diffuseurs. Pour les lumières, s'il n'y a pas de diffuseur, ça frappe et ça dégrade un peu le ton de la qualité des vidéos que tu prends. En termes de matériel, je prévois toujours beaucoup de matériel en fonction de la zone. Si vous êtes plutôt intéressé, je vous ferai une vidéo détaillée des matériels que j'utilise pour mes tournages en vous expliquant étape par étape ses avantages et les inconvénients et la raison pour laquelle je prends tel matériel et non tel autre matériel. À part les trépieds, et maintenant on va parler de batterie. Oui, parce que il n'y a rien de plus énervant que d'être sur un lieu de tournage, tu es en train de tourner et puis tu te rends compte que la batterie est morte et tu n'as pris que 2 batteries. Déjà, pourquoi tu prends que 2 batteries? Moi, je prends jusqu'à 3 batteries de rechange et en plus de ça, je prends toujours un power bank. Un power bank pour le moment parce que bon, je ne dispose pas encore de batterie externe autre que ça. Pour mes 3 batteries de rechange, j'ai une batterie dans la caméra, une autre batterie qui est déjà chargée et une troisième batterie qui me permet de faire la transition. Dès que la batterie qui est dans la caméra est déchargée, je le change directement avec une autre batterie qui est déjà chargée à 100%. Et celui que je viens de retirer, je le mets directement en charge avec ma batterie externe. Le temps que la batterie qui est actuellement dans le boîtier ne se fatigue, je le remplace avec une autre batterie qui est à 100%. Et l'autre batterie qui est déjà en charge aura retrouvé assez d'autonomie qui me permettra de rechanger. Et avec ce cercle-là, je ne me retrouve jamais à court d'énergie lors de mes tournages. Maintenant, je vais partager avec vous une petite astuce que j'utilise souvent en post-production qui me permet d'aller très pertinemment et de rendre une vidéo personnalisée au client. Quand tu livres tout de suite une vidéo au client et il te dit je n'aime pas le son, il faudrait qu'on le change. Il faudrait que tu saches que tu vas devoir refaire toute la vidéo. Parce que quand tu fais une vidéo sur un son, il faut suivre le tempo du son. Mais quand le client te dit qu'il n'aime pas le son, tu vas devoir revoir la vidéo en intégralité. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que lors de mon tournage, j'observe le client. Comment cette personne réagit au son. Il va y avoir un son pour lequel il va peut-être se lever pour danser. Il va y avoir un son pour lequel tu vas voir, il va assez réagir. Ce son-là va le mettre plus à l'aise. Ce type de son-là, je le note. À la fin du tournage, avant même de commencer le traitement de la vidéo, je prends contact avec le client, je lui propose 2 à 5 sons au maximum. Et dans les 5 sons-là, je mets le son sur lequel le client a le plus réagi, plus les mêmes catégories de sons, plus d'autres sons. Le client fera maintenant le choix entre le son qu'il voudrait que j'utilise pour la vidéo. Une fois que c'est fait, 90 voire 95%, il choisit toujours le son sur lequel ils ont réagi. Je fais mon traitement en fonction du son en question et le rendu est toujours à la hauteur des attentes du client. Il peut y avoir de petites modifications que le client pourrait demander, mais ça, c'est vite fait. Si tu trouves que la vidéo t'a été utile ou tu as appris quelque chose, n'hésite pas à le partager avec quiconque cela pourra être bénéfique. Et abonne-toi parce que sur cette chaîne, je partage toujours mes aventures en tant que vidéaste, des astuces qui te seront bénéfiques en tant que vidéaste et plein d'autres. N'hésite surtout pas à t'abonner, c'est gratuit et ça me donne de la force. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Watley Godface. Ciao.